Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinar concernant Code Sonar et les évolutions sur la version 5.4 et également la roadmap des versions qui vont venir sur le début 2021. Avant toute chose, merci de votre participation. En termes de logistique, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera disponible courant de semaine prochaine sur demande en téléchargement. Tous les intervenants sont en mute. Vous avez le petit panneau de questions pour communiquer avec nous, notamment poser toutes les questions qui vont certainement arriver suite à cette présentation. Je suis donc Frédéric Maraval. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent d'ores et déjà. Je suis le responsable produit au sein de la BU temps réel embarqué et qualité logicielle. Je m'occupe de tout ce qui est suivi client sur les produits que nous vendons et également le lien avec l'équipe technique et les fournisseurs. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Franck Miramont qui fera une grande partie de cette présentation, qui est notre ingénieur d'application sur la solution Code Sonar, mais également LDRA, une autre solution de test. Donc, comme je le disais, ce webinar va porter sur, et le but de ce webinar va porter sur la présentation de Code Sonar, toutes les évolutions qui ont eu lieu jusqu'à la version 5.4 cette année, et un focus qu'on aura sur des points particuliers. Et en fin de présentation, je m'attacherai à vous présenter ce qui est à venir sur les semaines et les débuts de 2021. Alors en termes d'agenda, je vais commencer par faire une passe sur les nouveautés qui sont apparues dans la version, enfin jusqu'à la version 5.4. Ensuite, nous aurons une revue en détail faite par Franck sur Code Sonar, et sur cette première session de webinar, on va s'attacher à une chose qui peut être des fois inconnue ou mal connue des utilisateurs. C'est tout ce qui concerne l'administration de Code Sonar, la gestion du hub et des rôles des individus qui interviennent sur les projets et sur les analyses. Ensuite, on aura une section consacrée à tout ce qui est, je dirais, la grosse tendance de développement DevSecOps et comment intégrer Code Sonar dans ces nouveaux flux de travail. Aujourd'hui, on se focalisera sur Jenkins. Et comme je disais, en fin de webinar, je vous ferai une évolution de la roadmap sur fin d'année, début d'année prochaine. Et on terminera par une petite séance de questions-réponses en toute fin de webinaire. La durée de ces deux webinaires se veut relativement courte. On va essayer de faire tenir tout ça sur 45 minutes et ne pas trop se décaler pour l'heure du déjeuner. Alors concernant les nouveautés, sur la version 54, en fait, il y a eu un gros travail de Grammatex sur les checkers, les vérificateurs au sein de Code Sonar, notamment autour du Misra, CC++ et d'Autosar. C'est un marché, le marché automobile, sur lequel Grammatex se focus tout particulièrement. Donc il y a eu un gros travail sur les vérificateurs à ce niveau-là. Ils ont également commencé à intégrer l'utilisation des directives CWE pour la partie sécurité. Et également le support de C++, de versions non standardisées de C++ pour certaines versions de compilateurs. Ensuite, il y a eu un travail fait autour de la visualisation qui va continuer sur les mois prochains. Petit à petit, remplacer la technologie Java de visualisation par du HTML5. Donc, ils ont déjà intégré certaines choses dans la version 5.4 et ils vont continuer sur la version qui arrivera en tout début d'année prochaine pour se dégager de la techno Java qui peut poser certains problèmes avec certains navigateurs au niveau de l'interface. Il y a eu également un travail sur tout ce qui est intégration et les modèles pour intégrer les noyaux, dans l'extension de certaines librairies,
l'intégration native maintenant de FreeRTOS, et ils ont travaillé également sur la version 8.0 du NetBSD. Ils ont fait évoluer certaines librairies et modèles de compilateurs, donc notamment pour IAR, sachant qu'il y a des modèles génériques, mais en parallèle, ils s'appliquent à intégrer spécifiquement certaines variantes de compilateurs. IAR étant un des points sur lesquels ils travaillent, enfin ils sont très attentifs, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions au niveau d'IAR, hein, suivant les releases et suivant les types de cœurs de micro et des versions de compilateurs, donc ils essaient de se tenir avec les évolutions d'hier. Côté vraiment spécifique à la gestion et aux vérifications de variables, ce qu'on appelle l'inset variable, c'est une classe d'avertissement qui a été étendue, notamment pour les structures et les classes. Donc pour améliorer là, les parties d'analyse. Et enfin, je dirais sur ces derniers mois, et ça va être la grosse tendance sur 2021, c'est tout ce qui est l'intégration de code sonar, comment faciliter l'intégration de code sonar. On en verra un exemple avec Jenkins tout à l'heure par Franck, dans tout ce qui est le flux de développement DevOps, DevSecOps. Donc ils ont refondu un petit peu les lignes de commande à travers des API Python. Le but, c'est de faciliter l'intégration de code sonar dans tout ce qui est les frameworks de développement de DevSecOps, notamment les systèmes d'intégration continue type Jenkins, tout ce qui est GitHub, GitLab. Aujourd'hui, le premier level, c'est vraiment Jenkins, et ils sont d'ores et déjà en train d'avoir des intégrations dans GitHub, GitLab, mais c'est des choses qui vont étendre sur les mois prochains. C'est avec la sécurité, les deux gros axes majeurs de Grammatech en termes d'évolution sur le produit. Le focus aujourd'hui, c'est la sécurité. Donc que ce soit à travers les nouveaux flux de développement, de nouveaux checkers qui vont apparaître, et donc l'intégration, faciliter l'intégration pour que l'utilisation de code sonar soit la plus transparente possible dans le flow de travail des utilisateurs, quel que soit le niveau où on se positionne, qu'on soit côté développement, côté test, côté déploiement, voire côté maintenance d'une application ou d'un logiciel. Et ensuite, avec toutes ces évolutions, il y a des choses qui s'arrêtent en termes de fonctionnalité ou de support de code sonar, qui démarrent avec la 5.4 et qui vont être, je dirais, étendues dans le futur. C'est aujourd'hui le support des côtés hôtes des OS, macOS, Solaris est en fin de vie et vont s'arrêter. De même que dans Code Sonar, on verra la raison dans la roadmap enfin. Il y avait des parties d'analyse qui étaient basées sur des moteurs open source type Findbugs ou FXCOP qui vont être arrêtés, essentiellement liés au rachat par Grammatech de Juliasoft, qui est une société qui était focalisée sur une analyse statique côté Java C#, et qui est devenu un produit à proprement parler Grammatech, à 100% Grammatech aujourd'hui, qu'on verra en termes de roadmap tout à l'heure. Donc j'en ai terminé pour la partie nouveauté. Je laisse la parole et je donne la main à Franck pour démarrer ces démos autour de Code Sonar, côté gestion des utilisateurs et du hub et administration, et par la suite la partie Jenkins. C'est à toi. Bonjour. Alors, que je ne me trompe pas d'écran. Bien sûr, j'ai une chance sur deux de me tromper d'écran, comme d'habitude. Ça devrait être celui-là. Donc, oui, comme disait Frédéric, le but du jeu, c'est de vous présenter un petit peu quelques focus sur certaines fonctionnalités qui sont, pour l'instant, qui ne sont pas trop connues par les gens ou pas trop utilisées. Donc, mon but, c'est aujourd'hui, c'est de vous parler de ce qui s'appelle le Role Based Access Control, le RBAC pour son petit nom.
C'est une fonctionnalité qui va permettre de gérer des droits et des accès et des utilisations par les gens, par vos utilisateurs habituels. Donc, c'est vraiment une notion qui est là pour gérer chaque accès, les possibilités d'accès à chacune des ressources que fournit le hub et que fournit CodeSola. Alors, quand on parle de ressources, on parle aussi bien des aspects des comptes utilisateurs, des rôles. Donc, on va pouvoir dire qui a le droit ou pas de créer et d'utiliser des comptes utilisateurs, de les modifier, de modifier les droits. Ça va être aussi bien des projets, qui a le droit de créer des projets, qui a le droit de supprimer, qui a le droit de regarder les analyses dans ces projets, d'annoter tout ce qui tourne autour de la vie de vos projets. Ça va aussi bien aussi les analyses, hein, qui va pouvoir annoter ces analyses, chacun des warnings, les recherches que vous avez pu faire et sauvegarder dans votre hub, qui a le droit de les sauvegarder, qui a le droit d'en créer de nouvelles, qui a le droit de les supprimer, qui a le droit de les exécuter. Et ça va aussi des aspects au niveau des accès aux logs, qui a le droit d'arrêter le serveur, qui a le droit de regarder les informations de licence, qui a le droit de changer la licence. Il y a tous ces aspects administration du hub qui sont là. On va pouvoir créer, alors tout cela se base sur la gestion de rôles et on va pouvoir attribuer des rôles à des utilisateurs et donner des droits par rapport au rôle qu'on a sur chacune de ces ressources-là. Donc là, c'est quelques exemples, hein. Il y a toute la doc en ligne, je vous montrerai tout à l'heure. Toute la doc est en ligne si vous voulez aller plus loin. Là, j'ai fait vraiment pour juste vous montrer un petit peu comment ça peut s'organiser. Un exemple qui est très simple. J'ai imaginé 3 utilisateurs qui ont accès plus ou moins à des projets. Donc, un manager, un utilisateur qui s'appellera manager qui a droit de voir tout, en gros. Donc, qui a accès à 2 projets présents dans le web. Et chaque fois, un développeur, que j'appelais Dev1 et Dev2, qui a droit d'accès juste, lui, à son projet. Donc, Dev1 à projet 1 et Dev2 à projet 2. Il y aura un troisième projet, si vous voyez dans le hub, qui sera pour la suite quand j'utilisais Jenkins. Lui, tout le monde y a droit. J'ai fait quelque chose de simple. Mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer cette notion d'accès. J'ai fait aussi quelque chose de simple, c'est-à-dire j'ai pas joué avec vraiment avec les droits, c'est-à-dire que j'ai donné tous les droits au développeur 1 sur le projet 1 ou au développeur 2 sur le projet 2. Mais on peut aller plus loin en disant que le développeur n'a le droit que d'analyser, par exemple, que d'aller lire les warnings, pardon, et que, par exemple, l'analyse serait faite par un autre rôle qui serait votre Jenkins, puisqu'on en parlera tout à l'heure, qui est automatisé la nuit. Ça par permettre de limiter, par exemple, les analyses, que les analyses ne soient faites que par votre outil d'intégration et non pas par les utilisateurs. Ça peut interdire ça. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités de travail, tout dépend comment vous fonctionnez. Donc pour faire ça, pas compliqué, j'ai créé 2 rôles. Un rôle 1 qui aura accès au projet 1, en full accès, et un rôle 2 qui a accès au projet 2. Et ces 2 rôles, je vais les attribuer à mes comptes utilisateurs. Manager, il aura le rôle 1 et le rôle 2. Le rôle dev 1, il aura le rôle 1, et le dev 2, il aura le rôle 2. Tout simplement. Alors, hop, que je ne fasse pas de bêtises. Je vais vous montrer ça maintenant en live, ce que ça peut donner. J'étais un cran trop loin, bien sûr. Voilà. Donc là, vous avez mon hub, donc ma page d'accueil de CodeSola, avec tous mes projets, comme vous voyez, hein, mon projet webinaire qui sera pour tout à l'heure, et mes projets 1 et projet 2. Actuellement, je suis logué ici, vous voyez bien, en administrateur, pour vous montrer un petit peu, parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui a le droit de modifier les utilisateurs et ce genre de choses, mais je pourrais très bien donner ce rôle à quelqu'un d'autre, un utilisateur. J'ai projet 1 et projet 2. Dans chacun de mes répertoires ici, j'ai un projet. Je pourrais avoir plusieurs projets aussi, hein. Il y a cette notion-là. Je me suis contenté de mettre qu'un seul projet. Donc, dans chacun, on a exactement la même séquence. Si je vais dans les settings d'utilisateur, j'ai la partie administration d'utilisateur. Je vais aller juste pour vous montrer ma création de rôle. Ici, j'ai une section rôle, tout simplement. Si je vais dans les rôles, j'ai déjà créé, j'ai tout qui est prévu, hein. J'ai déjà créé un rôle 1 et un rôle 2, qui sont un accès au projet 1 et l'autre, je l'appelle accès au projet 2. C'est juste un commentaire, une description que j'ai mis moi.
La création de rôle est très simple, hein, vous l'avez tout à fait en bas. Je peux créer un rôle ici. Je suffit de lui mettre un nom et je vais créer et créer un new role. J'ai automatiquement un rôle qui est créé. Une fois que j'ai fait ça, mais ce rôle, je vais l'attribuer à des utilisateurs. Pour ça, c'est très simple. Pareil, je vais dans la gestion des utilisateurs. Ici, je vais retrouver chacun de mes utilisateurs. Par exemple, le manager. Si je clique sur le manager, j'ai tous les détails de mon manager. Et si je vais dans le View and Edit Role, je vais retrouver les rôles qui lui ont été attribués. Donc, par défaut, il est Anyone, il est Enable, pour qu'il puisse se loguer. Et je lui ai attribué le rôle 1, j'ai coché, rôle 1 et le rôle 2. Si je reviens en arrière et je vais sur le développeur 1, de la même façon, il aura les mêmes choses, mais lui, il n'aura attribué que le rôle 1, donc l'accès au projet 1. Si je reviens, donc ça, c'est ce qu'il faut faire en amont, je dirais, bien calculer quels sont les rôles et les droits que l'on veut et les types de rôles qu'on pourrait avoir. Si je reviens sur ma page d'accueil, je reste toujours ici en mode administrateur pour pouvoir attribuer les choses. Au niveau de chacun des projets, complètement à droite, vous avez une petite clé. C'est cette chose-là, c'est le côté permission, c'est cette chose-là qui va me permettre de dire quels sont les rôles qui ont quel droit sur. Alors ici, ça va plus loin, c'est le côté répertoire en fait, sur ce qu'ils appellent ce qui est appelé dans Code Sonar le côté tree, et le project tree, et dans lequel on va pouvoir mettre des projets qui auront hérité des rôles que j'aurais pu mettre sur ce répertoire-là. Donc si je clique sur ma petite clé, je vais avoir accès à mes droits pour cette arborescence. Donc vous voyez l'administrateur, je lui ai donné tous les droits, et au niveau du rôle 1, j'ai coché tous les droits, alors que le rôle 2 a aucun droit. Donc les droits, ça peut être de la lecture du project tree, donc la visualisation, la possibilité de voir au niveau de l'interface que cet arbre existe et les projets qui en découlent, la possibilité d'y écrire dedans, de le supprimer. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelque chose de simple. J'aurais pu très bien dire que mes développeurs n'ont pas le droit de supprimer le rôle. On va retrouver les mêmes choses au niveau des projets, hein, la possibilité de lire des projets, d'écrire des projets, de supprimer les projets. J'aurais pu aller plus loin et dire ben, mes utilisateurs, ils n'ont pas le droit de supprimer les projets, ni de supprimer les analyses et ainsi de suite, pour être sûr que ce soit un manager ou quelqu'un qui soit en charge de l'outil, du web, qui fasse cette partie-là. Donc, vous avez toute une série de droits que je vais attribuer ou pas, suivant mes besoins, qui vont, comme vous voyez, au niveau des projets, au niveau des analyses, possibilité de lire, possibilité d'annoter chacun de mes warnings, et ainsi de suite. L'accès aux différents logs qu'il peut y avoir, aux consoles, et ainsi de suite. Donc, pour ce projet-là, il faut avoir le rôle 1 pour pouvoir y avoir accès. Si je reviens en arrière, si je vous montre au niveau du projet 2, on va avoir exactement la même chose, mais ce sera tous les gens qui ont le rôle 2 qui auront accès. Alors, je suis un administrateur, j'ai tous les rôles, donc je vais sortir d'administrateur juste pour vous montrer ce que ça peut donner au niveau interface. Donc, sur le webinar, j'avais mis tout le monde a tous les droits, donc si je ne suis pas logué, ben, je vois absolument rien à part webinar puisque tout le monde a tous les droits. À partir du moment où je me log, on va faire le développeur 1 en premier, lui, il aurait censé avoir accès qu'au premier projet, et bien sûr au projet webinar. Et effectivement, il a accès vraiment qu'au premier projet. Il peut aller dedans, il peut aller vérifier les warnings, il n'y a pas de souci. L'utilisation de Code Sonar, pour lui, est transparente. Il n'a aucune idée et il n'a aucune vue sur le projet 2 qui est en question. Bien sûr, si je sors, si je me mets sur Manager, hop, hop, lui, on lui a donné les deux rôles et il a effectivement accès aux deux projets. De même, je ne vais pas le faire, mais si je me loguer sur le projet, sur le développeur 2, j'aurai accès qu'au projet 2 et à Webinar. Donc ça, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de mettre les choses en place. Ça peut être très utile pour interdire la suppression, comme on le disait, ça peut être utile aussi pour ne pas donner accès à certains projets, à certains développeurs ou à certaines équipes parce qu'on a un projet qui est sécuritaire et que tout le monde n'a pas le droit d'y accéder, des choses comme ça. Donc, à réfléchir sur comment on veut le mettre en place aussi. Mais il y a toute une série de droits qui permettent de gérer au mieux votre outil Code Sonar. Donc, c'est un feature qui est pas là depuis la 5.4, qui était là un peu avant, mais qu'on voulait mettre avec Frédéric en avant parce que c'est pas des demandes que j'ai souvent, moi, au niveau question. Bien sûr, il y a tout dans l'aide
pense que c'est une chose qui n'est pas utilisée, mais qui peut être utile. Vous trouvez tout dans le manuel de code Sonar, hein. Il y a toute une section RBAC au niveau de l'aide en ligne, et vous avez toutes les informations concernant la mise en place, les différents rôles et les différentes permissions qu'il peut y avoir, et ainsi de suite. Voilà l'une des choses que l'on voulait mettre en avant avec Frédéric aujourd'hui. C'est cette partie RBAC, gestion des rôles au niveau de code Sonar. Alors effectivement, cette gestion des rôles existe depuis quasiment le début sur Code Sonar. Si on a souhaité vous la mettre en focus aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme le disait Franck, on a peu de demandes en termes d'aide ou de support sur cette partie. Et les quelques fois où nous en avons parlé, on s'est aperçu que un certain nombre d'utilisateurs n'y avaient pas vraiment conscience. Et ça peut être très important et très intéressant effectivement de bien le configurer si vous êtes, comme le disait Franck, impliqué sur des projets où il peut y avoir des aspects de confidentialité. Dernièrement, on a eu des clients qui sont dans le service pur d'audit de code ou de qualification de logiciels en termes de vulnérabilité, de sécurité. Et donc là, c'est très important que au niveau des équipes qui interviennent sur Code Sonar, il y ait un cloisonnement qui soit possible, et cette partie-là, en fait, d'administration vous permet d'assurer à vos clients le cloisonnement de l'information, et qu'il n'y a que les personnes affectées sur le projet concerné qui ont un droit d'accès, quel que soit le niveau, au dit projet, en fait. Donc, je reprends la main. L'autre partie que vous présentez, que Frédéric, c'est la partie code Sonar et DevSecOps. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment on va pouvoir automatiser ces choses-là, mais plus particulièrement en utilisant Jenkins, puisque en plus, pour l'instant, il y a un plugin qui existe. Donc à travers ça, on va pouvoir facilement mettre en place des builds la nuit qui pourraient aller de pair avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou que ce seraient les seuls qui seraient autorisés à faire des builds au niveau de code Sonar, et vos développeurs n'auraient qu'à regarder les résultats mais ne pourraient pas faire de build. Vous pourrez coupler les deux, il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est déjà une automatisation simple des analyses code Sonar, bon, au travers de Jenkins, mais on peut étendre ça à d'autres projets. Actuellement, vous avez une ligne de commande qui est utilisée pour lancer votre compilation dans votre outil. C'est juste modifier cette ligne pour que, en plus de faire votre compilation, c'est en fait ce que vous faites plus ou moins déjà quand vous utilisez Code Sonar, on va faire la même chose, mais on va l'intégrer carrément dans notre outil. Donc là, on va le faire à travers Jenkins. La deuxième chose, c'est en utilisant ce plugin Jenkins, on va voir qu'on peut voir les évolutions qu'il peut y avoir dans vos projets. Donc, des lignes de code qui vont augmenter, des warnings qui vont augmenter ou décroître si les équipes ont bien travaillé. Et le plugin, ce que permet aussi le plugin Jenkins, c'est une acceptation ou un rejet carrément du build à travers Jenkins, suivant des règles comme une augmentation trop importante du nombre de warnings, ou on verra quelles sont les différentes règles qui peuvent être mises en place. Donc, sur cette partie automatisation simple des analyses, actuellement, vous avez une commande de build, un script. Là, je prends comme exemple pour quelque chose de très simple. C'est un make all qui serait ma compilation qui est faite de nuit par Jenkins. C'est ce qu'on a actuellement. Toutes les nuits, ça remonte vos sources, ça fait un make, et vous avez au final vos binaires. Ça fait peut-être d'autres actions à côté, mais au final, c'est ce qui se passe. Ensuite de ça, vous avez vos binaires de l'application qui sont, pour schématiser, qui sont générés. Ce qu'on va faire, on va transformer cette commande de build en une commande code Sonar. Donc, elle n'est pas différente. Comme je dis, il y a des gens parmi vous qui ont l'habitude d'utiliser des lignes de commande, c'est la même chose. On va avoir un code Sonar analyze, le nom de votre projet, qui est le nom du projet code Sonar dans l'interface de code Sonar. On va avoir un mot-clé qui est moins foreground, qui est très important sur la ligne de commande, parce que, en fait, si vous ne le mettez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que Code Sonar, habituellement, dès qu'il a fini de récupérer toutes les codes sources qu'il doit analyser, il va rendre la main à Jenkins, dans ce cas-là, dans mon cas. Et Jenkins
dès qu'il a la main, qu'il sait qu'une tâche est finie, il a l'habitude de détruire les process qui tournent. Malheureusement, CodeSonar fait son analyse normalement en background, et donc il a rendu la main, mais il continue à tourner. En théorie, si vous ne mettez pas cette option-là, ça va couper complètement votre analyse, donc vous n'aurez pas les résultats. Donc c'est quelque chose de très important, et beaucoup d'autres outils du même style fonctionnent de la même façon, donc c'est vraiment un mot-clé qui est important, le moins foreground. Et ensuite, on va avoir notre serveur, l'adresse de notre serveur CodeSonar et le port de communication habituel sur lequel il est utilisé. Et au final, on va retrouver notre make all qui lance votre compilation que CodeSonar a besoin pour récupérer quels sont les fichiers qu'il doit analyser. Et suite de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des binaires de l'application plus l'analyse CodeSonar qui a été générée. Donc, un petit plus par rapport à d'habitude. Je vais alors, vous montrer un petit peu comment ça se passait. Alors là, j'ai actuellement aucun projet qui est créé. Je vais créer quelque chose de simple. Je vais créer un build avec des paramètres juste pour simuler moi l'utilisation, enfin, l'injection de nouvelles sources et je dirais la correction de warning, juste pour vous montrer que les graphismes peuvent évoluer. Mais c'est pas obligatoire tout ce que je vais mettre. Donc, je vais appeler ce projet Jenkins, projet webinar par exemple. Ce sera un freestyle pour moi. Voilà. Bon, je ne vais pas m'amuser à mettre de description et autres. Donc, je vais créer, comme je disais, des paramètres. Donc, je vais créer un premier paramètre qui va s'appeler preset. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai créé des presets. Un aspect qui peut-être vous ne connaissez pas, c'est juste une configuration de CodeSonar, donc très souvent utilisée pour activer, désactiver certaines règles, par exemple MISRA ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est déjà présent dans l'outil. Donc, moi, j'ai créé des presets là pour simuler en fait la correction de bugs, pour simplifier les choses. Je vais en créer un qui s'appellera build command. Ma commande de build, donc par défaut, si mes souvenirs sont bons, il faut que je mette ça. Il s'appellera build1.bat. Donc moi, ma commande, c'est pour être make all ou des choses comme ça. Moi, j'ai juste un petit script qui compile 3 fichiers, mais qui est censé simuler une ligne de commande. Et un dernier que je vais rajouter, qui serait le numéro de version aussi, qui peut être intéressant, le numéro de version de vos sources. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être trouvées dans Jenkins par rapport à un numéro SVN ou des choses comme ça. Donc, vous remontez votre numéro de commit ou des choses comme ça. Bon, par défaut, je vais mettre 0.0, mais juste pour montrer qu'on peut le remonter très facilement. Si c'est un paramètre, on peut le remonter très facilement au niveau de CodeSonar. Donc, je vais déjà sauvegarder ça. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, alors, moi, ce que je vais faire, je vais tout faire à la main, mais je vais là remontrer comment ça fonctionne. Donc, je vais rajouter une ligne de commande. Donc, moi, c'est une ligne de commande Windows. Donc, je ne vais pas l'écrire en live, je vais la copier. Mais on va retrouver les différentes choses, vous le voyez là. Donc, je me mets dans mon bon répertoire et je lance mon CodeSonar Analyze. C'est ce que je vous présentais dans le slide tout à l'heure. Le nom de mon projet s'appellera Projet Webinar. Il sera mis dans le répertoire webinar, il s'appellera projet webinar. Avec mon petit foreground, je fais un petit clean. J'utilise un preset, je ne l'avais pas mis dans le slide, mais j'ai rajouté une petite chose pour simuler. J'ai récupéré le nom du build, donc par rapport au nom de build qu'on pourrait trouver pour changer le nom. Et mon serveur qui est en local, 127.0.0.1, mon adresse et mon port. Et enfin, on va retrouver la commande de build que j'aurais passé en paramètre. Voilà. Ça, je dirais, en théorie, on va dire que votre commande normale de Jenkins sans CodeSonar, ce serait ça, on va dire, en théorie. Quelque chose comme ça. Donc, je l'ai un peu modifié pour que ça puisse prendre en compte ma commande de build. Alors, je vais juste rajouter ici, après le build, le côté CodeSonar. C'est juste pour qu'il me commence à m'initialiser les données pour le plugin, enfin c'est le plugin CodeSonar, qui puisse commencer à m'initialiser les informations qu'il a besoin. Un projet que je vais
fasse pas de bêtises. Hop. Voilà, je n'ai pas lui ajouter de conditions pour l'instant. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir lancer un build. Tout va bien. Avec des paramètres. Donc, pas de preset pour l'instant. Ma commande de build 1 qui pour l'instant. Ici, je vais rester avec du 0,0. C'est ma première construction et je lance mon build. On va attendre un petit peu. Donc, le build est lancé. J'ai accès au output. Donc ici, on va retrouver les lignes de code sonar qui sont lancées pour ceux qui ont l'habitude de voir ce qui se passe dans l'outil. Donc, c'est vraiment les lignes de code sonar avec mes lignes de compilation. C'est parti un peu trop bas. Hop. On va retrouver les lignes de compilation que j'ai pu lancer. Donc ici, j'ai qu'un seul fichier qui a été compilé. En fait, c'est mon build.bat. Et après, ici, c'est tout le log de code sonar avec toutes les règles qui sont activées. Et c'est tout le log d'analyse de code sonar que habituellement, on ne voit pas, qui est caché. Mais là, on va pouvoir avoir tout le lien et toutes les informations sur code sonar. Alors, je vais tout à fait en bas pour le revenir, attendre qu'il est fini. Donc, vous avez vraiment tout le log de code sonar et de son analyse qui est toujours en cours, qui se déroule. Je devrais bientôt avoir fini. Donc, presque. La dernière phase. Voilà. Là, il a fini sa partie analyse et là, c'est le plugin en fait qui est en train de récupérer les premières informations. On verra après ce que ça donne. Donc, je remonte tout à fait en haut. Je reviens à mon projet plutôt. Donc, on attend encore un petit peu. Je suis sur mon dernier but. Ouais. Vous avez une analyse de code sonar qui a été lancée. Donc, pas de conditions sélectionnées, il n'y a pas d'information puisque en fait, si le plugin va vous permettre de voir une évolution, donc une évolution, s'il n'y a qu'une analyse, il n'y a absolument rien. Par contre, une chose très importante, on va retrouver ici un lien vers l'analyse de code sonar. Si je clique dessus, alors je vais garder mon tableau, hein, il va aller directement sur la dernière analyse qu'il a fait, sur mon projet webinar, et son nom, c'est 0.0, c'était le numéro de version que je lui ai donné en paramètre. Donc, ça a été renseigné automatiquement. Vous avez des choses qu'on va retrouver ici aussi, hein, le numéro de version, on peut normalement changer aussi. Donc ça a été fait automatiquement et changé automatiquement. Et je vais retrouver ici mes analyses habituelles. Un développeur peut très bien aller voir ses résultats par l'adresse habituelle ou s'il utilise Jenkins à travers Jenkins. Donc là, j'ai fait juste une analyse qui a été lancée totalement automatiquement. Je reviens à mon projet, je vais lancer un nouveau build. Donc j'ai rien changé. Je vais juste lancer que je fasse pas de bêtises. Ah oui, on va reconfigurer quelques petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer juste une petite chose. On va aller voir on va rajouter une condition pour rejeter ou pas ce build. Donc ça, c'est le plugin qui permet de faire ça. Donc ça, je ne le change pas. Et tout en fait en bas. Ici, mon plugin, j'ai Add Code Sonar Condition. Ici, je vais pouvoir mettre des alertes ou des rejets de build suivant certaines conditions. Alors, ça peut être des informations par rapport à, comme vous voyez ici, la complexité cyclomatique qui aurait trop évolué, qui serait trop grosse sur certaines fonctions, et donc on pourrait rejeter le build ou le mettre le rejeter ou le mettre en instable. Le nombre de warnings qui serait niveau rouge. Donc moi là, le nombre de warnings ou le nombre total de warnings qui a augmenté, le nombre d'alertes jaunes, le même style que les rouges. Moi, je vais utiliser celle-ci. Je vais utiliser, je veux que le score, hein, cette fameux, je reviens sur code sonar, hein, le fameux score ici, le nombre de warnings avec des criticités élevées ou pas, je veux que mon nombre de warnings, qu'il n'y ait pas plus de 15 warnings, par exemple, avec un score supérieur à 56. Et là, je peux le mettre, vous voyez, en fade ou carrément ou en instable, tout simplement. Donc, je pourrais rajouter aussi une autre condition et ainsi de suite. On va faire simple. Donc, je vais sauvegarder cela. Je vais maintenant relancer une analyse. Bon, alors, pour simuler,
je vais prendre le build 2, qui est censé être normalement le même build, mais juste pour montrer que j'ai rajouté. Donc, il y a quelques fichiers de plus. Je crois qu'il y a 2 fichiers de plus qui ont été rajoutés. Je changerai le numéro de version. Je vais toujours rester sur le none au niveau de mon preset. On va pas changer ça pour l'instant. Et je vais relancer une analyse. Donc, même chose que tout à l'heure. On va attendre un petit peu qu'il lance son analyse. Qu'il la finisse. Donc pareil, hein, on va avoir exactement au niveau du output, on va avoir exactement les mêmes choses qui vont se passer. Il n'y a pas de différence de ce côté-là. Je vais juste vous montrer. Hop, je reviens tout à fait en haut. Vous voyez, hein, tout à l'heure, j'avais qu'un seul fichier à ce niveau-là. J'en ai mis 3, juste pour simuler un ajout de source, hein, une évolution du projet, montrer que bon, les gens ont travaillé. On va retrouver d'autres éléments. Le code a évolué entre ces deux analyses. On va laisser finir. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. Donc, si je reviens à mon tableau de bord, je reviens ici. Si je reprends mon projet webinar, vous voyez, déjà, maintenant, j'ai 2 analyses. Donc, au niveau de mon projet, j'ai une visualisation qui me permet de voir un peu ce qui s'est passé. Donc, le côté nombre total de warnings qui a augmenté et le nombre de lignes qui a augmenté également. Donc, une évolution d'analyse en analyse. Donc, ça c'est déjà un premier pas. Ici, le build n'a pas été refusé parce que je suis toujours sous. D'ailleurs, c'est pas normal. Je suis toujours sous la norme normalement. Et ici, je vais retrouver mon analyse avec le nom qui a changé à ce niveau-là. Donc, et la troisième étape, on va simuler le côté j'ai corrigé des warnings. Donc, ici, je vais changer mon build. Je vais passer au build 3. Je vais ici changer, je vais mettre 1.0 pour changer. Et je vais changer le preset. J'ai un preset qui s'appelle No Bug, comme son nom l'indique, ça évitera le nombre de bugs. Et là, je vais relancer mon build. Donc, pareil, on va attendre un petit peu. Alors, bien sûr, hein, on peut avoir accès ici à la dernière analyse. Hein. Donc, mon analyse 1.0 que j'ai créée et ainsi de suite. On va pouvoir, alors la petite chose que j'ai pas fait tout à l'heure, mais on va pouvoir par exemple aussi comparer les analyses. Hein. Ils ont changé un petit peu le côté comparaison d'analyse pour lui dire de comparer avec l'analyse précédente cette partie-là. Donc, vous pouvez voir que ici, tous ces warnings sont présents dans la 1, mais n'étaient pas présents dans la 0. Donc, c'est tous les nouveaux warnings qui sont activés avec les coches. Bien sûr, on peut rajouter d'autres analyses. On peut comparer 2, 3 analyses. C'est un choix de travail. Ça, c'est vraiment pour, je dirais, voir l'évolution de votre produit, voir l'évolution de votre projet et quels sont les warnings qui sont apparus et qui potentiellement ont disparu. Je reviens sur Jenkins, je devrais avoir fini. Voilà. Et si je reviens sur mon outil Jenkins, ici, on va pouvoir voir que sur ma troisième analyse, le nombre de warnings a baissé. Donc, potentiellement, les gens ont bien travaillé et on va retrouver des warnings en baisse. Le nombre de lignes de code a augmenté. Et comme ça, les gens peuvent voir, on peut voir ici rapidement ce qui s'est passé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer au niveau de Jenkins. Donc, une automatisation assez simple au niveau de la mise en place. Juste une petite modification de votre ligne de compilation et une activation au niveau de mon plugin. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que j'avais à rajouter?
Maintenant, je vais laisser la main je vais laisser la main à Frédéric pour qu'il puisse vous parler côté, si j'y arrive pas, du côté roadmap. Merci, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc pour finir cette présentation, une vue sur la roadmap des évolutions de Code Sonar. Comme vous allez voir, pas exclusivement que de Code Sonar au niveau de Grammatech. Donc sur la fin d'année, ce que je disais tout à l'heure, il y a une évolution de Code Sonar qui va être un deuxième produit jusqu'à fin d'année qui s'appelle Code Sonar Standalone, qui va couvrir en fait les langages C# et Java. En fait, c'est l'intégration du moteur et du produit JuliaSoft dans Code Sonar. Et donc aujourd'hui, puisque c'est d'ores et déjà disponible en fait depuis ce début de mois, il y a deux produits Code Sonar pour C++ et Code Sonar Standalone pour C# et Java. C'est la même interface, c'est juste les langages qui sont supportés qui sont différents. En tout début 2021, sur le premier trimestre, en fait, va apparaître la version Code Sonar 6.0, qui en fait va être l'intégration à un seul produit, en fait, de tous ces langages-là. Donc à partir de 2021, on n'aura que Code Sonar et il faudra juste sélectionner le langage qui nous intéresse, suivant les projets sur lesquels on va intervenir. C'est également à partir de cette version Code Sonar 6.0 que Grammatech va faire toutes les évolutions en termes de visualisation dont j'ai parlé en tout début de webinaire, pour faire évoluer l'IHM, que ce soit en termes de reporting des warnings, mais également en termes de tableau de bord, pour avoir une vue un petit peu plus élevée du projet, plus axé, on va dire, management, où on aura moins de détails possibles au niveau des warnings, mais par contre plus d'agrégation des données en termes d'évolution des projets, un petit peu les comparaisons que montrait Franck tout à l'heure dans le browser, avoir ça sous forme de graphique, avoir une vue plus globale du projet, et plus synthétisée de certaines informations. Le deuxième axe de recherche et d'évolution de Code Sonar, sur Code Sonar que fait Grammatech, va être la continuité de l'axe sécurité, et donc de tout ce qui est adjonction de nouvelles règles en termes de sécurité, de vulnérabilité. Et en fait, dans cet axe-là, ce qui va apparaître également en 2021, qui est d'ores et déjà disponible, je dirais, en bêta version, c'est un nouveau produit qui sera un complément en fait à Code Sonar, qui s'appelle Code Sentry, qui est un analyseur SCA avec la particularité de Code Sentry par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il va travailler directement sur les binaires et non plus sur les sources ou les bytecodes, mais directement à partir des exécutables, de pouvoir faire cette analyse de type SCA, hein, qui est la notion de composition d'une application. Donc ça, ce sont les évolutions qui arrivent en tout début 2021 et qui vont se poursuivre sur toute l'année. Donc à partir de là, on aura donc deux lignes de produits chez Grammatech, qui sera Code Sonar à partir de la 6.0 et Code Sentry. Voilà ce qui conclut cette présentation. On peut passer à la phase de questions et des réponses qu'on va vous amener. Donc, pour ce faire, utilisez la petite boîte questions qui vous permet, comme tout le monde est muté, de proposer vos questions auxquelles nous allons répondre. Voilà. Je laisse quelques minutes pour
récupérer les premières questions. Voilà, ça arrive. Alors, celle-ci, première question, je pense pour toi, Franck. Donc là, je pense que c'est un utilisateur déjà averti ou un peu plus pointu au niveau de code sonar. Quels sont les langages pour écrire ses propres vérificateurs checkers propriétaires et quels sont les langages qu'on préconise éventuellement s'il y en a? Alors actuellement, ceux qui sont supportés par l'outil, c'est du C, C++ et Python. Sachant qu'il y a, enfin, C++ et Python sont fortement préconisés, plus que du C. Et il y a du Java et du C Sharp, mais c'est seulement en bêta. Donc je ne sais pas s'ils vont donner suite au final, mais il y a la possibilité de le faire. Mais c'est sous réserve. Donc ce qui est préconisé, c'est C++ et Python. D'accord. Deuxième question, oui effectivement, parce que je suis allé assez vite dessus. Qu'est-ce que l'analyse SCA? Donc ça c'est c'est relatif à Code Sentry. Alors SCA c'est ça symbolise Software Composition Analysis. En fait c'est la capacité lorsque vous lisez, enfin vous analysez une application, tout un code, de déterminer les types de librairies. Alors c'est très orienté open source à la base. Quelles sont les librairies open source qui sont implémentées dans votre code. Alors ça rejoint la démarche sécurité, vulnérabilité et le focus qu'a Grammatech sur, comme je disais tout à l'heure, sur actuellement et sur les mois qui vont venir. On s'aperçoit aujourd'hui que lorsqu'on développe une application, il y a plusieurs sondages qui montrent ça, notamment au niveau de Gartner, entre autres. Beaucoup d'applications reposent sur des librairies qu'on récupère, donc notamment des librairies open source pour ne pas réinventer la roue, comme on dit, pour implémenter certaines fonctions. La problématique de cette approche, si économiquement et en termes de, je dirais, de fiabilité, de robustesse de ces librairies-là sont tout à fait correctes, voire très bonnes. La problématique, c'est que on peut rapidement perdre de vue qu'est-ce qu'on implémente, notamment quand ces librairies font elles-mêmes appel à des sous-librairies dont vous n'êtes pas au courant. Et à un moment donné, vous êtes dans l'obligation de savoir un petit peu ce que vous avez implémenté dans votre logiciel, puisque vous en êtes le responsable. L'idée de l'analyse SCA, c'est justement de parser toute votre application et de vous remonter toutes les librairies, notamment open source, donc, qui le composent, et de vous lister de vous dresser l'inventaire de ces librairies-là. L'analyse SCA va plus loin également. L'idée derrière ça, c'est aussi de vous donner quelles sont les vulnérabilités connues. Alors, c'est la différence entre l'analyse SCA et l'analyse statique avancée code sonar en tant que telle. C'est par rapport à cet inventaire qui est dressé, aller vérifier dans des bases de données, notamment gouvernementales ou associatives, type les bases NVD par exemple, qui sont les bases gouvernementales américaines, quelles sont pour toutes les librairies les vulnérabilités, les erreurs qui ont déjà été détectées, et éventuellement quels sont les patchs existants pour les corriger, pour vous permettre de corriger ces erreurs dans votre code. C'est le principe de l'analyse SCA. Au niveau de Code Sentry, la particularité, c'est que la plupart des analyseurs SCA actuels, notamment nous on en distribue un autre qui s'appelle White Source, mais il y a Black Duck, il y a Fossa dans l'open source, il y en a quelques nombres, c'est que normalement ils travaillent sur vos fichiers sources, voire sur les bytecodes. Or, la particularité de Code Sentry, c'est qu'on n'utilise pas ces sources ou ces fichiers, ces bytecodes. On récupère votre exécutable et grâce au moteur Code Sonar, en fait, Code Sonar pour binaire, on est capable de récupérer, on va dire, de décompiler ce code-là, d'en faire l'analyse et de récupérer les signatures qui sont associées aux différentes librairies open source existantes en fait. Et donc on remonte le même inventaire, mais à partir des binaires, c'est vraiment la grosse différence de Code Sentry et qui peut être très intéressant lorsqu'on fait et on veut avoir des analyses de bibliothèques tierces parties qu'on récupère, dans lesquelles on n'a que des binaires et qu'on veut savoir quand même quelles sont les vulnérabilités qui seraient associées à ça. Voilà ce que c'est que l'analyse SCA.
Autre question, pour la gestion des contrôles d'accès, afin d'éviter de définir un compte local à code sonar, est-il possible d'utiliser un SSO ou un compte, enfin une gestion LDAP? C'est pour toi, Franck. Oui, 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 c'est tout à fait possible. C'est prévu dans l'outil. Il suffit de renseigner, que je dise pas de bêtises, les différentes. Je suis en train de regarder en même temps, mais c'est totalement prévu dans l'outil. Le côté lié un serveur LDAP avec LDRA, avec Code Sonar, qui vous permettrait, la fatigue, qui permettrait automatiquement de ne pas avoir d'utilisateur à créer. Il est créé automatiquement quand la personne se log au niveau de son logué avec son utilisateur habituel. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est présent, c'est présent dans l'outil. Merci, Franck. Autre question, dans le plugin Code Sonar sous Jenkins, est-ce qu'on peut setter 2 project names? C'était 2 project names pour faire 2 analyses de code sonar, je suppose, sur 2 projets différents. Je suppose aussi. Non, parce qu'il va falloir lancer 2 lignes de code sonar, 2 lignes de commande code sonar. Une ligne de code sonar, de commande code sonar ne peut avoir qu'un project name. Donc, il faudrait décomposer ça en 2 analyses code sonar au final. Je vois pas trop comment faire sinon. Si ça répond à vos questions, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à redemander à Frédéric. Oui, c'est ce que j'allais Ouais. proposer. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous expliquer votre besoin et voir ce qui est d'ores et déjà possible ou pas possible avec Code Sonar et le plugin Jenkins actuel, et éventuellement qu'on remonte cela à Grammatech pour des évolutions s'il y a des possibilités. Voilà. Donc de nous exprimer votre use case et on regardera ça ensemble. Et vu l'heure, on va prendre une dernière question. Hop, y a-t-il des plugins pour certains IDE? Alors actuellement, il y a 2 plugins qui existent. Il y a un plugin pour l'IDE de Eclipse, ou tout IDE normalement basé sur Eclipse, on va dire. Et l'autre plugin qui existe, c'est pour Visual Studio. Très bien, merci Franck. Très bien, ben, c'est sur cela qu'on va terminer notre présentation de ce jour. On va répéter cette expérience, puisque c'était notre première session autour de Code Sonar, courant 2021. Notre objectif, c'est de faire au moins un webinar par trimestre et vous passer comme ça à la fois l'information sur les évolutions du produit, mais également des focus sur son utilisation, comme on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à nous soumettre des use cases et vos questions par email, de nous contacter. Je tiens encore une fois à vous remercier de votre participation. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et vu la situation, restez safe. Merci à tous, bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.